après avoir parlé des origines et des sources de Lanskoi, de l'œuvre Lanskoi et Lanskoi peintre russe, on va essayer de passer à autre chose, surtout au passage de l'abstraction jusqu'à la confrontation transatlantique et la place d'André Lanskoi dans la seconde école de Paris et dans l'histoire de l'art en général. Pour commencer, on va essayer de remettre un peu dans le contexte, donc remonter aux sources. On a deux formes d'abstraction qui apparaissent au XXe siècle, qui sont toutes les deux, qui proviennent toutes les deux de sources différentes. La première est plutôt classique, c'est Cézanne, avec par la suite le cubisme, Picasso, Braque, puis qui donneront naissance au constructivisme et en fait à l'art abstrait géométrique, qui se redéveloppera dans les années 50 sous d'autres formes, mais c'est la première source. La deuxième, c'est avec l'arrivée du XXe siècle, l'art prédominant est la musique. Et donc le passage à l'abstraction, le deuxième passage à l'abstraction, est plutôt inspiré de la musique et vient de l'expressionnisme à travers Kandinsky et de la musique, et du symbolisme avec Kupka qui passe aussi sans aucune phase ni cubiste ni de déconstruction, qui passe tout de suite à la peinture abstraite. Et puis par la suite, on aura des artistes comme très rapidement, à partir de 15-16, des artistes comme Art, puis dans les années 20 comme Miro, qui vont passer à des formes plutôt biomorphes, donc à l'inverse des formes géométriques qui apparaissent dans les années 20, eux vont plutôt vers des formes simples, des formes qui sont prises dans la nature, et donc l'apparition du biomorphisme. Je vais passer la parole à Maria. Nous nous intéressons bien évidemment à cette deuxième branche de l'abstraction qui tend vers l'abstraction, ce qu'on appelle en France et en Europe l'abstraction lyrique, ou aux États-Unis à l'expressionnisme abstrait. Et cette deuxième branche marie une approche spirituelle. Nous pensons ici notamment à l'œuvre de Kandinsky, à livre de Kandinsky écrit en 1911 du spiritualisme dans l'art. Et donc il marie cette approche spirituelle et scientifique. Et nous pensons ici aux sciences de la vision, importantes déjà dans l'approche des impressionnistes, ou chez les autres à la fascination pour la biologie, les formes organiques, végétales, animales qui peuvent évoquer la vie sous-marine ou encore microscopique. Ces deux approches, qui à première vue peuvent apparaître contradictoires, dans l'art, elles ne le sont pas forcément, car comme l'expliquait Alfred Barr dans le texte écrit pour l'exposition organisée en 1936 au MoMA de New York intitulée « Les cubismes et l'art abstrait », l'abstraction organique, je cite, ou biomorphique, relève de l'intuition et de l'émotion plutôt que de l'intellect. Elle est curviligne plutôt que rectiligne, décorative plutôt que structurale et romantique plutôt que classique, dans son exaltation du mystique, du spontané et de l'irrationnel, la plaçant dans la tradition non géométrique de Gauguin et de l'expressionnisme. Le premier passage, ou plutôt la première étape de ce passage à l'abstraction dans l'histoire de l'art, qui d'ailleurs est parallèle au cubisme analytique et donc précède l'apparition de l'abstraction géométrique, et comme a dit Benoît, effectuée par Kandinsky et Kupka au début des années 10. Et cette bascule se passe également, comme a dit Benoît aussi, avec un fort lien avec la musique. En 1912, Kandinsky expose à la galerie d'Erstone des toiles déjà qualifiées d'abstraites, où il expérimente sa nouvelle théorie esthétique en dissociant les lignes et les couleurs et attribuant des couleurs à des sons. Cela se fait en rapport avec la création de la nouvelle écriture musicale, la technique dodécaphonique inventée par l'ami de Kandinsky, le compositeur Arnold Schoenberg. Le même lien avec la musique est d'ailleurs établi au même moment par Kupka, ce que nous voyons bien dans les tableaux du début des années 10, comme par exemple les touches du piano, le lac de 1909 ou Études pour Amorpha et la série des Études pour Amorpha de 1912. La deuxième étape qui a lieu dans les années 20 est justement ce flirt de biomorphisme et du surréalisme que nous voyons dans l'œuvre des peintres charnières comme Franz Arp, Vols, Masson, Brancusi ou Juan Miro, dont l'œuvre, qui est justement biomorphe, se situe à mi-chemin entre le surréalisme et l'abstraction.
là, il faut également parler de l'influence de Monet, qui décède en 1926, et un an après, en 1927, à l'Orangerie, a lieu l'inauguration de l'exposition où on peut regarder les grandes décorations murales sur les thèmes des nymphéas. À la fin de sa vie, Monet, qui est quasiment aveugle, finit justement cette série et prend la décision de créer, de mettre en place des conditions expérimentales, des règles originales de représentation. Il s'affranchit à ce moment-là de la contrainte constituée par la ligne de l'horizon, en abolissant ainsi la distinction entre le ciel et la terre. Il élargit le plus possible ses panneaux, supprimant le point des repères qui constituent les bords latéraux en immergeant les spectateurs dans l'espace de ces tableaux. Il adopte ici un nouveau point de vue. Il s'agit donc non seulement de la remise en cause de la représentation, qui conditionne la manière dont les objets sont repartis dans les tableaux, mais aussi des propriétés de la vision dont les règles de la représentation semblaient jusqu'alors donner la clé. À ce moment-là, dans cette influence de Monet, donnera les fruits dans deux directions. La première, ça se passe justement en France, en Europe, dans les cercles des surréalistes. André Masson, qui a vu cette exposition de nymphéas, l'appelle la Sixtine de l'impressionnisme. Et justement, les surréalistes sont inspirés par les nymphéas de Monet, ce qui se voit dans leur abolissement des règles de l'organisation de la création artistique, instauration de nouveaux repères, la libération du geste par rapport à une activité cérébrale, intellectuelle et raisonnable qu'était la création avant. La deuxième direction, la deuxième influence qui est de l'art de Monet, de nymphéas de Monet, se voit aux États-Unis et qui arrive aux États-Unis justement par l'intermédiaire de Masson et d'autres peintres français qui émigrent pendant la guerre aux États-Unis, par exemple Ernst, Masson et Matta, et qui inspirent justement les jeunes peintres américains de l'avant-garde de l'après-guerre, les futurs expressionnistes abstraits. Les fruits de cette rencontre des peintres d'un côté français et de l'autre américain avec les œuvres de Monet pourront être confrontés une vingtaine d'années après, à la charnière des années 40-50, dont nous parlerons un peu plus tard. Alors, on a pris deux exemples de tableaux de Landskog qui ont celui-là qui est antérieur à 1940, probablement 1937-38, et un tableau 1945 qui est juste après son passage à l'abstraction. On va revenir un instant à ce qui se passe à Paris juste avant la guerre. Effectivement, Kandinsky, comme on l'a dit, arrive à Paris suite à la montée du nazisme et à la fermeture du Bauhaus. Dans un premier temps, il termine une phase géométrique, donc il commence par une écriture complètement abstraite, biomorphe, l'antithèse de la déconstruction cubiste, puis il va passer une phase géométrique au Bauhaus, et très vite en revenant à Paris, surtout on est en 29 comme Ariel a dit, justement, c'est la victoire et la domination du surréalisme sur la scène internationale et sur la scène parisienne. Et en 1936 aura lieu la première exposition de Kandinsky chez Jeanne Bucher, à la galerie Jeanne Bucher à Paris. Alors, pendant ce temps-là, dès son retour à Paris, il commence à opérer encore un changement, et un changement qui va vers le biomorphisme aussi, c'est-à-dire qu'il commence à faire des cellules, à dessiner vous pouvez mettre le tableau, voilà. C'est un tableau qui s'appelle Communauté, qui a été donné en 1942 par Kandinsky à Jeanne Bucher. Il s'appelle Communauté. On voit déjà des animaux, enfin des espèces de bactéries, un univers complètement biologique, très loin de ce qu'il faisait dans les années 20 au Bauhaus, complètement, enfin, beaucoup plus géométrique. Et donc, d'abord, ça s'appelle Communauté, parce que la communauté russe des artistes se regroupe autour de lui, effectivement, à la galerie Jeanne Bucher.
Et il va occuper un rôle très très important dans le passage à l'abstraction chez les artistes. En parcourant le livre d'or de la galerie Jeanne Bucher, on a retrouvé... Alors, on a retrouvé dans le livre d'or, en 1936, il y a l'exposition de Kandinsky, puis en 1942, il y a une exposition de Kandinsky où on voit dans le livre d'or les signatures de Lanskoï, de Cherchoun, de tous les artistes russes qui gravitaient, pas seulement, mais qui gravitaient autour de la galerie Jeanne Bucher. Puis en 1944, il va exposer avec De Staël et Domela, et Lanskoï assistera au vernissage. Lanskoï qui lui-même va exposer en 1944 à la galerie Jeanne Bucher. Donc tous ces artistes vont se côtoyer pendant cette période-là à la galerie Jeanne Bucher qui est en semi-existence pendant la guerre, qui ne somnole pas, qui est active mais plutôt discrète. Donc qui a fermé les locaux principaux et a une existence comme ça. Léon Guichat, enfin tout le monde était là-bas, tout le monde passait à la galerie. C'était un des seuls endroits où il y avait un foisonnement, il se passait encore quelque chose. Et tout ça gravitait autour de Kandinsky. Alors, on va passer à la phase cruciale dans l'œuvre de Lanskoï. C'est entre 1940 et 1944, et il commence à décomposer ses tableaux. C'est-à-dire qu'on revoit les mêmes sujets qu'on a vus auparavant, les natures mortes, les scènes d'intérieur, les fêtes, mais les formes commencent à mollir, à couler, à devenir très souples. Voilà, on voit dans ce type de tableau, typiquement le passage à l'abstraction de Lanskoï, c'est-à-dire que la figure, comme l'a dit justement Marcadet, la figure disparaît si on enlève la figure, les visages. Donc là on est justement entre les deux. Il est en train de chercher comment se défaire de la figuration. Là c'est encore un exemple en pleine transition. Donc on voit bien que là on est déjà... Là, il est déjà passé de l'autre côté. On est en 1944. Ce tableau est de 1944. Et c'est vraiment une phase de transition. On voit un personnage à côté d'une table, on voit un intérieur, mais on ne distingue plus vraiment le sujet. On voit des formes qui coulent, qui dégoulinent, qui sont un peu molles, tout un univers plutôt biomorphe. Là. Et si vous regardez, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, si vous regardez les Kandinsky, vous allez retrouver des formes et des manifestations comme ça très proches de l'univers de Kandinsky. Voilà, là c'est deux étapes, c'est 1940 d'un côté, de l'autre côté c'est 1946. C'est quasiment, vous voyez bien, c'est quasiment les mêmes sujets, mais la figure a disparu du sujet. Par contre, il y a une chose qu'il ne reniera jamais. Lanskoï disait lui-même qu'il a toujours été un peintre figuratif, même quand il est abstrait. Donc il ne va pas passer par une phase de déconstruction cubiste comme la plupart des artistes, mais justement biomorphe. Par contre, il représentera toujours la réalité. Son point de départ sera toujours la figuration. Il y a toujours un sujet dans son tableau. Il y a toujours un intérieur ou une nature morte ou quelque chose qui va servir de point de départ à son dessin, et ensuite il va peindre une composition abstraite à partir de ce point de départ. Mais ce n'est pas de l'art biomorphe comme on peut l'imaginer chez les surréalistes, ce n'est pas une représentation de l'intérieur de l'âme, c'est vraiment une représentation d'une figure ou de quelque chose qui existe dans la réalité. Et il va être très très proche de Nicolas de Staël à ce moment-là. En fait, la galerie Jeanne Bucher devient une sorte de couveuse pour tous les artistes qui cherchent à passer à l'abstraction. Alors, évidemment, ils se regroupent. Les deux disciples, si je peux me permettre l'expression, de Staël sont très rapidement, de Kandinsky sont de Staël et Lanskoï, qui se lient aussi d'amitié. On verra un peu plus loin une lettre de Lanskoï où il parle de sa rencontre avec de Staël. Mais c'est vraiment une communauté comme ça qui se retrouve et se regroupe autour de Kandinsky, à tel point qu'à l'enterrement de Kandinsky, c'est de Staël et Lanskoï qui porteront le cercueil de Kandinsky. Donc, avant que Benoît démontre justement l'influence de Lanskoï sur la jeune génération, justement sur l'exemple
entre Lanskoy et de Staël. Et je voulais juste mentionner quelques caractéristiques, quelques traits communs pour cette jeune génération appelée de la deuxième école de Paris. Donc pour ces jeunes artistes, peut-être un peu moins que pour Lev Lanskoy lui-même, il ne faut pas oublier et marginaliser l'expérience de la guerre qui est récente et qui fait en sorte que les artistes en masse refusent la représentation de la figure humaine. Comme l'a remarqué Laurence Bertrand d'Orléac, ces artistes sont comme les traducteurs des plastiques de l'absurde dans la conscience individuelle envisagée par Jean-Paul Sartre. Ils peignent le monde après le désastre, même si bien évidemment on ne peut pas tous les cantonner dans le même courant. Ils bâtissent une œuvre individualiste qui ne vaut a priori que pour eux-mêmes et qui puise dans la spontanéité de l'automatisme des surréalistes. Ils partagent tous une certaine forme de violence plus ou moins autodestructrice. Ils ont tous aussi une influence, un recours très fréquent à la matière qui aussi traduit en quelque sorte cette violence. Et ce matérialisme, justement, ne se limite pas, comme on l'oublie souvent, à des seuls peintres comme Fautrier, Vols ou Dubuffet. Par exemple, en 1944, à la Galerie de l'Esquisse a lieu l'exposition Peinture abstraite, composition de matière, qui regroupe des artistes comme Magnelli, Kandinsky, Domela ou Nicolas de Staël, où on voit justement comment chez tous ces peintres, la matière joue un rôle très important. Il faut d'ailleurs rappeler que ce sont justement, déjà pendant la guerre ou même avant, c'était les surréalistes qui, le premier, avaient le recours à ces expérimentations différentes de la matière. L'énergie du geste, la violence expressive, ils ont tous aussi en commun le fait d'aimer le noir, alors qu'à l'époque, c'est toujours quand même la couleur qui domine dans la peinture française. On le voit bien d'ailleurs chez Lanskoy, qui est plus âgé que les autres peintres et chez qui l'attachement à la couleur est quand même très visible. Déjà, de Staël abandonne cette palette et l'esthétisme de Lanskoy pour une palette beaucoup plus sombre et plutôt inspirée des noirs de baraque. Mais c'est justement chez Lanskoy que de Staël apprend l'usage de ses pattes et de la matière bien chargée. Autour de 1946, justement en France, on commence à parler de la peinture d'action, d'expressionnisme lyrique, et puis de l'informel ou du tachisme. Et toutes ces appellations plus ou moins pertinentes manifestent une commune sympathie pour l'expression, qui a au moins le mérite de traduire toute idée contraire à la reconstruction qui est officiellement à l'ordre du jour. Je cite encore une fois Bertrand d'Orléac, et l'expressionnisme a tout pour dominer l'après-guerre. Il s'accorde à la poussée individualiste des Français en déchargeant une énergie considérable. Il relevait des pratiques suffisamment matérialistes pour être comprises comme des gestes humains élémentaires et donc émouvants. De nombreux courants allaient le nourrir, le surréalisme en particulier, aux États-Unis où les artistes importants s'étaient exilés pendant la guerre, mais aussi en France. Et maintenant, nous aimerions passer justement à démontrer cette influence de Lanskoy sur la jeune génération, sur l'exemple de sa relation avec de Staël, où ici, Lanskoy justement évoque leur première rencontre. Ok, pour ça, on va remonter à l'exposition de 1944, où Lanskoy, à sa manière, dans un document que Michel Gand nous a fourni, on a retrouvé, il relate sa première rencontre avec de Staël. Voilà, si on connaît le personnage, c'est parfaitement cohérent. Notre première rencontre, c'est Polyte à Galerie Jean Duché, première impression désagréable. Il s'est approché de dos, mais frappé sur l'épaule. Chose surprenante pour que le contact ne s'établisse.
Mais les paroles qui suivirent étaient plus acceptables et les relations sont devenues nécessaires et fréquentes. C'est souvent les communications téléphoniques. De quoi parlions-nous? Surtout la question des terminaisons des tableaux qui nous préoccupait et me préoccupait toujours. Souvent, ils me consultaient avant le départ du tableau. Nous parlions aussi des problèmes d'argent. Alors, on a essayé de mettre en rapport des tableaux de la même période de Lanskoi et de Stahl. Et on voit bien que Lanskoi, une fois qu'il a terminé son passage à la rétraction, rencontre de Stahl qui, lui, est encore très laborieux et qui commence à... Alors, si on regarde, on voit bien la correspondance entre les deux et le travail sur fond noir et les pattes de Stahl. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tous les deux peintres et peintres russes. Donc la peinture, la matière est au cœur de leur, comme elle dit Jean-Claude Marcadet, la facture est au cœur de l'œuvre. Et on peut passer à la prochaine. Voilà, là on est en 1948 d'un côté, en 1946, on voit bien que l'utilisation des couleurs, des formes, des signes est quasiment la même de l'un à l'autre. C'est à partir de 1950 que de Stahl va s'émanciper de cette manière de faire de Lanskoi. Là on est encore on est encore complètement dans une phase où ils sont en parallèle, où l'un observe l'autre. À partir de 50, de Stahl va se libérer et va adopter son propre style avec des embattements, avec des aplats beaucoup plus larges, beaucoup plus de respiration, alors que Lanskoi va évoluer vers quelque chose, ce qu'on appelle d'abstraction lyrique, mais vers quelque chose de beaucoup plus dansant, rythmé, beaucoup plus léger surtout. Il va y avoir un allègement de la pâte, on va revoir la toile réapparaître dans le fond. Alors, encore une citation de Lanskoi. Où il parle justement de ceux qui distinguaient, qui faisaient l'émancipation de Stahl. Pour Nicolas de Stahl, la lumière était le problème prédominant et décisif, c'est là qu'il gagnait la partie. D'après ce qu'il me disait, la lumière affirmait et décidait de la réussite après longue et pénible lutte. Je ne suis pas en désaccord avec ceux qui lui donnent. Ça encore, c'est Lanskoi. Je ne suis pas en désaccord avec ceux qui lui donnent la première place entre les peintres de dernière génération. Personne comme lui ne s'est jeté dans l'abîme sans réserve et réalisé la réalité dans toute sa grandeur. Donc il y a une vraie... C'est une image prise à la galerie Jeanne Bucher en ce moment. Il y a une exposition qui est prolongée des artistes russes à la galerie Jeanne Bucher, dont Cherchoun était le premier en 27, et puis des autres se sont regroupés autour de Kandinsky. Et au fond de la galerie, ils ont exposé un tableau de 48 et un tableau de 47 de Stahl Lanskoi, qui représentent tout ce rapport entre les deux artistes et ces deux disciples de Kandinsky. On voit un de Stahl sur la droite. Et donc, cette exposition résume un petit peu, puisqu'il y a là-bas Polyakov, il y a là-bas Chapoval, il y a là-bas toute une série d'artistes russes qui vont les suivre et qui vont s'imprégner de leur passage à l'abstraction. Et on peut dire vraiment que c'est il a ouvert, avec son passage à l'abstraction, il ouvre la voie à la deuxième école de Paris, Lanskoi. Dans les années 40, alors justement se forme ce cercle d'artistes souvent d'origine russe de la galerie Jeanne Bucher-Gégère qui font ensemble leur chemin vers l'abstraction. Les peintres américains comme Pollock, Rothko, Newman font aussi des découvertes parallèles. Ces jeunes créateurs de deux côtés de l'Atlantique, bien que leur chemin vers l'abstraction soit fort différent, ont souvent les mêmes références. Nous avons évoqué l'exposition de Monet, donc les dernières œuvres impressionnistes, mais aussi les découvertes des surréalistes. Contrairement à ce que certains chercheurs semblent considérer comme allant de soi, ni juste après la guerre, ni non plus au début des années 50, les transferts de la capitale mondiale de Paris à New York et la primauté américaine dans les chambres artistiques internationales sont loin d'être des évidences ou des faits accomplis, dont on pourra simplement parler, disons, à partir de 1964, de la victoire de Rauschenberg à la Biennale de Venise. Dans les années 40-50, on peut plutôt parler du temps des confrontations, donc je voulais ici poser quelques dates. En 1946 a lieu la première exposition de l'art américain en Europe. C'est American Painting from the 18th Century to the Present Day qui a lieu à Tate Modern à Londres.
En avril 1945, par contre, a lieu l'exposition Introduction à la peinture moderne américaine, organisée à la Galerie Magne en France par le marchand new-yorkais Samuel Coutts. Donc à cette exposition-là, nous pouvons voir des œuvres de William Baziot, Romain Verden, Byron Brown, Carlo Volti, Adolphe Gottlieb ou Robert Motherwell. Cette première exposition de l'art américain en France, dans une galerie et non pas dans un musée, parce que pour voir les peintres américains dans des musées français, il faudra encore attendre facilement une dizaine ou quinzaine d'années. Donc pendant cette exposition, le but de Coutts, ce n'était pas de conquérir le marché français, c'était tout d'abord de donner à ces artistes américains, un cachet parisien et ainsi convaincre en premier lieu les collectionneurs et les publics américains d'envisager d'acheter et de promouvoir ces œuvres. Par conséquent, il publie majoritairement des annonces et des articles dans des journaux américains, bien que la plupart des lecteurs n'auraient pas pu visiter cette exposition. Il est donc plutôt intéressé par récolter le bénéfice chez lui. D'ailleurs, en France, l'exposition est un échec commercial et critique parce que les Français trouvent que les peintures américaines sont trop influencées par le maître européen comme Picasso, Klee, Miro, et qu'elles manquent d'identité nationale. Alors que c'est tout le contraire de ce que les Américains voulaient chercher, parce qu'ils voulaient surtout mettre en avant l'individualité de chacun des artistes, ce qui d'ailleurs était le même objectif des peintres français. Un an plus tard, en 1948, Georges Mathieu, l'artiste, tente d'organiser la première confrontation entre la peinture américaine et française en France, proposant les œuvres de De Kooning, Gorky, Pollock, Reinhardt, Rothko et Russell, mais l'exposition ne verra jamais le jour. C'est en 1950, par contre, Louis Carré, qui 4 ans plus tôt, en 1946, a ouvert sa galerie à New York et chez qui Lanskoi était en contrat à partir de 1944, présente à New York l'exposition Advancing French Art avec Hartung, Lanskoi, Vestal. Et cette exposition, augmentée après par le peintre comme par exemple Soulages, voyagera dans d'autres villes américaines. La première confrontation entre les Français et les Américains a lieu en 1950 à la galerie Sidney Yanis, l'exposition dont les clichés que vous voyez sur l'écran, intitulée Young French and USA Painters. Et pendant cette exposition organisée par Leo Castelli, nous voyons des juxtapositions de 9 couples d'artistes, Soulages et Klein, Lanskoi Pollock, Cavallon-Coulon, Dubuffet de Kooning, Rothko Destal, Bazin Tobé, Hubac Tomlin, Matta et Gorky, Waltz et Brooks. Sur cette cliché, vous voyez les peintres qui sont en rouge. Je crois que c'est Reinhardt, c'est Reinhardt. Non. T'es bien, t'es sûr? C'est Soulages et Klein. Non, ça oui, là oui, mais d'autres. Sur l'autre mur. Je crois que c'est Reinhardt. Mais par contre, je ne sais pas qui est en haut. Quel est le. Non, c'est. Ça doit être Cavallon-Coulon. Oui, c'est Cavallon-Coulon. C'est curieux, ça ressemble à. Il y avait un Reinhardt dans l'exposition. Hein. Non. Bon. Désolé. Autant pour moi. Donc pendant cette exposition, c'est Castelli qui choisissait les Américains, alors que c'était Yanis qui choisissait les Français. Après, comme cette exposition a fait beaucoup de rumeurs et beaucoup de succès, beaucoup de galeries américaines, par exemple Galerie Feigle, Doris Metzel, Obélisque ou Galerie Moderne, commençaient à présenter des expositions similaires présentant des confrontations semblables. En 1951, d'ailleurs, déjà en France, la revue d'art aujourd'hui est entièrement consacrée à l'art américain. Et d'ailleurs, dans ce numéro d'art d'aujourd'hui, est présenté le reportage de Michel Seffort qui auront fait un compte rendu justement de cette exposition américaine.
La première exposition française, la première exposition présentant cette confrontation en France a lieu en 1951 à la galerie Nina Dossé. C'est l'exposition organisée par Mathieu Étapier à la galerie Nina Dossé. Pendant ces confrontations, Lanskoi est justement présenté comme chef de file de la première génération des peintres d'abstraction lyrique. Il est d'ailleurs appelé par beaucoup de jeunes maîtres. Il est donc un fer de lance dans cette confrontation des peintres français et américains. Par contre, cette exposition chez Sidney Yanis, nous pouvons dire que c'est la première bataille perdue par les Français. D'ailleurs, c'est probablement, dans le cas de la juxtaposition de Lanskoi et de Pollock, la raison est parce que, bon, justement, le peintre français, dans Lanskoi, ils ont toujours besoin d'un sujet figuratif pour peindre leurs tableaux, alors que les Américains en sont déjà complètement affranchis. Donc, pour résumer un petit peu, je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est juste on a changé d'histoire de l'art, c'est-à-dire que quand ils s'emparent de cette deuxième école de Paris, enfin de cette deuxième abstraction des Américains, chez Rothko par exemple, il n'y a quasiment plus de matière, on est dans le pur spirituel, il y a la couleur, il y a des vibrations, mais il n'y a quasiment plus de matière sur la toile. Chez Pollock, c'est tout le contraire, il n'y a plus que de la matière et le geste. Donc, comme disait Maria justement, il n'y a plus de sujet, on n'est plus dans une peinture sur un tableau, on est ailleurs, on est dans un autre champ. Et ils ont, évidemment, c'est les États-Unis, quand ils font les choses, ils les font en grand et même en très grand. Donc, les Français se sont retrouvés, enfin, les artistes de l'école de Paris, de la seconde école de Paris, en fait, quand ils se sont retrouvés en confrontation avec les Américains, se sont retrouvés plus petits que les Américains. En tout cas, ils étaient dans une tradition de peinture qui était vraiment française et qui émanait de la première partie du XXe siècle, alors que les Américains s'étaient déjà projetés ailleurs. Ils étaient complètement libérés de la figure et de la façon de peindre au début du XXe siècle. Malheureusement, ça va durer jusqu'en 1964, où Rauschenberg, avec le prix de la Biennale de Venise, va officiellement sonner le glas, et ça sera la fin de la domination française sur le champ artistique dans le monde. Par contre, il y a une chose qui est indéniable et on n'en parle jamais assez souvent, c'est l'apport décisif de Lanskoi, qui fut vraiment le pionnier avec De Staël de la seconde école de Paris. C'est Lanskoi et De Staël qui ouvrent la voie aux artistes non surréalistes à une autre abstraction que celle qui était géométrique et qui était en fait dans une impasse à la fin des années 30. Et c'est vraiment Lanskoi et De Staël qui vont relancer les peintres qui n'avaient pas d'affinité surréaliste, qui flirtaient avec l'idée d'art abstrait et qui ne voulaient pas passer par un art construit ou alors géométrique. Et derrière lui, il va libérer des artistes comme Olivier Debré, comme Poliakov, comme plein d'autres artistes qui vont faire partie de l'écurie Jeanne Bûcher ou d'autres galeries par la suite. Voilà, c'était un peu pour resituer la place de Lanskoi, puisque on sait très peu, d'ailleurs la raison, comme l'a dit Maria, la raison pour laquelle il se retrouve comme fer de lance de la galerie Louis Carré et de l'abstraction française, il est confronté directement quand on l'emmène aux États-Unis à Pollock, qui est le plus prometteur de sa génération, qui est une étoile filante d'ailleurs qui va disparaître très vite, mais c'est vraiment le point culminant de cette confrontation, c'était, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, Soulage, c'était Lanskoi et Pollock. Et le fait qu'en 1950, on ait l'idée de confronter Lanskoi et Pollock, c'est quelque chose de très fort pour l'époque, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est quand même le point culminant de cette confrontation. Voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire. On va laisser la place à un autre regard sur André Lanskoi.